De tout temps, les théories scientifiques ont été remises en cause par expérience et scientifiques. La Terre n'était pas ronde, l'univers avait un début, et l'homme n'est pas une création ponctuelle. Ce genre de remise en cause de théories existe-t-il en mathématiques? Est-il possible, dans cette science parfaite, uniquement basée sur la logique, de briser les fondements? Mais cette science est-elle vraiment parfaite? Est-il possible de tout démontrer? Ce soir, Robin Jamet, déjà entendu dans l'épisode du Palais de la Découverte, nous parle de cet homme d'une vingtaine d'années qui brisa les rêves d'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Nous sommes le 28 juin 2012 et vous êtes bien dans Podcast Science 92. Alors bonjour à tous, ce soir nous sommes 4 dans une configuration comme toujours exceptionnelle. Nous sommes avec de l'équipe Podcast Science, Franck qui est à côté de moi, bonjour Franck. Salut. Avec Alan qui est pas très loin non plus. Juste à 600 km, mais je suis pas bien loin. Et pas très loin par une mécompréhension, Robin Jamet. Bonjour ouais. Robin. Bonjour. On avait déjà entendu donc à l'épisode du Palais de la Découverte. Donc pour mémoire, Robin est, même s'il n'ose pas le dire, le fier lauréat du prix d'Alembert, un prix de vulgarisation mathématique. Il travaille au Palais de la Découverte et à Sciences et Vie Junior. Et ce soir, il va nous parler d'un grand sujet de mathématiques qui, à mon goût, est un des sujets les plus intéressants de l'histoire des mathématiques, à savoir le théorème de Gödel. Écoute, je propose qu'on commence direct, parce que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, on peut pas dire le contraire. On verra jusqu'où j'arrive à aller. Le théorème de Gödel, donc injuste, enfin c'est, Gödel. Pardon, hein, s'il y a un umlaut, on dit E. Oui, donc c'est, alors le problème avec ce théorème-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses un peu délirantes qui sont dites à son sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de l'avoir compris et qui voient un peu trop de signification dedans. Et l'autre problème, c'est que pour vraiment le comprendre, faut vraiment comprendre ce que c'est que faire des maths en fait. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme sujet parce qu'effectivement, on est obligé de se poser la question de ce que c'est faire des maths et même les mathématiciens ont été obligés de se poser cette question-là dans l'histoire. Donc bon, on y va tranquillement. C'est parti. Donc surtout n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment vous comprenez plus rien. J'essaye de faire simple. Alors dans le dossier, je tiens à le préciser dès le début dans le dossier qui est mis sur le site. Il y a des exemples, il y a des choses qui sont dites avec des exemples de géométrie. Je vais être un petit peu obligé de parler de géométrie, de 2-3 trucs de géométrie. C'est sûr que je vais éviter de réduire ça au maximum parce que la géométrie à la radio, c'est pas ce qu'on fait de plus simple. Mais disons que pour ceux qui veulent éventuellement d'autres exemples, dans le dossier, il y a d'autres exemples. La question donc c'est qu'est-ce qu'une théorie mathématique, qu'est-ce que c'est que faire des mathématiques, qu'est-ce que c'est les mathématiques. En fait, quand on regarde les objets mathématiques, il y a toujours, presque toujours, une sorte de préhistoire de l'objet. Il y a tout un moment où il apparaît, où on comprend vaguement des choses, c'est un peu flou, c'est un peu on s'en sert sans trop savoir pourquoi ça marche. C'est un peu comme ce qu'on raconte sur la différence entre la théorie et la pratique, quoi. La pratique, ça marche, on sait pas pourquoi. La théorie, ça marche pas, mais on sait tout. Il y a un peu de ça. Donc, un des exemples qu'on peut prendre, c'est le théorème de Pythagore, qui est vraiment un exemple très très adapté pour ça. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que généralement les gens connaissent le théorème de Pythagore. C'est bon, tout le monde se souvient du théorème de Pythagore. A carré plus B carré égale C carré. Ok, d'accord. Donc tout le monde s'en souvient alors. Ouais, voilà. Donc si un triangle, alors faut le dire en entier quand même, c'est important. Si un triangle est rectangle, alors on va dire il est triangle ABC, il est rectangle en A, alors AB au carré plus plus AC au carré est égal à BC au carré. Il y a une autre partie au théorème, c'est la réciproque, qui dit si on a un triangle dans lequel AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré, alors le triangle est rectangle en A. C'est important de ne pas oublier la deuxième partie. Et alors ça, ce qui est rigolo, c'est que c'est quelque chose, bon, on l'appelle le théorème de Pythagore. Faut savoir qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on l'appelle pas du tout le théorème de Pythagore. A priori, Pythagore, il y est pas pour grand chose, en fait, dans ce théorème. Enfin, on sait pas bien, quoi, c'est trop ancien, de toute façon. Et, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des traces. Ça. C'est une énorme imposture, en fait. Non, c'est pas que c'est une imposture. Je veux dire, lui, il a pas demandé à ce que ça s'appelle le théorème de Pythagore. Hein. Je pense pas. Enfin, ça, c'est à mon avis. Bon, il devait être un peu spécial comme garçon. Mais je sais pas s'il était mégalo. Mais c'est sur le triangle à un moment donné. Oh si, non, il a fait la géométrie. Il a sûrement, il le connaissait et il a sûrement dit des trucs intéressants dessus. Mais de là à dire que, de toute façon, c'est pas lui qui l'a a priori énoncé.
et probablement c'est pas lui qui l'a démontré. Donc voilà. La légende dit pas que c'est en faisant son jardinage qu'il y a pensé ou un truc comme ça? Ça j'en sais rien. Je vois mal Pythagore faire du jardinage. Enfin on sait très peu de choses sur lui en fait. On sait même pas s'il a existé pour être complètement honnête. Hein. C'est il y a l'école pythagoricienne qui existe, c'est clair, mais Pythagore lui-même, il y a des gens qui doutent même de son existence. Donc ça va loin quand même. En fait Pythagore c'est Jésus. Ouais, alors c'est avant Jésus, quoi. C'est 3e siècle avant. Si je dis pas de bêtises, ou 5e. L'inspirateur de Jésus, finalement. Je suis très très mauvais sur les dates. Bref, on Jésus c'est vers 0 à peu près. Jésus c'est à peu près vers 0, ouais. Mais encore que, il y a des doutes là-dessus. Bref. Et donc en fait, avant Pythagore, largement avant, plus de 1000 ans avant, on a des traces de gens qui ont fait des choses déjà assez intéressantes. C'est-à-dire par exemple les Babyloniens, on a retrouvé une tablette babylonienne sur laquelle il y a ce qu'on appelle des triplets pythagoriciens. Qu'est-ce que c'est qu'un triplet pythagoricien? Eh ben, c'est 3 nombres entiers qui pourraient être les côtés d'un triangle rectangle. C'est-à-dire que, par exemple, 3, 4, 5, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25, c'est 5 au carré. Donc on peut avoir un triangle rectangle qui a pour côté 3, 4, 5. Ça va jusque-là, tout va bien? Ouais. Attends, tu peux répéter un petit coup? Alors, un triplet pythagoricien, c'est un ensemble de 3 nombres entiers qui pourraient être les 3 côtés d'un triangle rectangle. D'accord. Donc par exemple 3, 4, 5, puisque 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Ok. Donc on peut avoir un triangle rectangle dont les côtés sont 3, 4, 5. D'accord. Voilà. Et donc ils ont toute une liste. Ils ont pas juste 3, 4, 5, ils ont toute une liste, je sais plus, une vingtaine, quelque chose comme ça, de triplets pythagoriciens. Comment ils ont trouvé ça? Pourquoi ils ont cherché ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, etc. On sait pas trop. On peut faire des hypothèses, etc. Mais c'est un truc tellement ancien. Je vous dis, hein, c'est plus de 1000 ans avant Pythagore, donc c'est plus de 1500 ans en négatif. Donc il y a plus de 3500 ans. Enfin, je veux dire, c'est très très ancien. Donc bon. On sait pas trop pourquoi, ce qu'ils voulaient faire avec ça et tout, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont pas tombés là-dessus par hasard et qu'ils ont dû faire le lien avec le triangle, quoi. S'ils ont fait cette liste-là, quelque part, il y a le théorème de Pythagore derrière, même s'il n'est pas dit, même s'il n'est pas énoncé. D'un autre côté, un autre exemple aussi de préhistoire comme ça du théorème de Pythagore, c'est la pratique de, alors paraît-il encore utilisé, je sais pas, j'ai jamais vu de maçon utiliser ça, mais enfin, de pouvoir trouver un angle droit quand on veut. Ouais. Robin, tu grésilles, Robin. Ah, je grésille, je débranche, je rebranche. Vas-y. C'est bon, vous m'entendez? C'est parfait. Ouais. L'autre préhistoire qu'on peut voir, par exemple, donc le coup de utiliser une ficelle, une corde à nœuds. Donc on va faire des nœuds sur la corde de façon très régulière. De façon régulière, on reporte toujours une même distance entre 2 nœuds. Et on fait 13 nœuds et on va faire un triangle avec ces 13 nœuds, avec un côté qui est la distance entre 3 fois la distance entre 2 nœuds, un côté 4 fois la distance, un côté 5 fois la distance. Et ben la réciproque du théorème de Pythagore nous dit qu'effectivement ça nous fait un angle droit. C'est un triangle avec un angle droit, donc c'est une façon d'utiliser l'autre sens du théorème de Pythagore. Sauf que les gens qui utilisent ça, ils savent pas qu'ils utilisent la réciproque du théorème de Pythagore, quoi. Ils font ça parce qu'ils savent que ça marche. Ils savent que le mur sera droit. Ouais, ils savent que ça fera un angle droit, voilà. A priori, ils n'ont pas besoin de connaître le théorème pour ça. Et donc là, on voit vraiment ce qu'on peut appeler, donc ça existe dans plein de domaines, la préhistoire d'une idée mathématique. C'est-à-dire que c'est des gens qui se servent de trucs, qui constatent que ça marche, mais qui vont pas dire l'énoncé du théorème de Pythagore qui est dans un triangle rectangle AB carré plus AC carré égale BC carré, ou qui vont dire si on a la relation, alors l'angle est droit. C'est clairement pas ça. C'est juste ils trouvent des valeurs, ils trouvent des relations entre les valeurs, ça a l'air de bien marcher, ils trouvent un truc qui a l'air d'être un triangle rectangle, ils sont contents, ils vont pas se poser la question de la généralité du truc, quoi. Et si ça marchait que à peu près, ils seraient très contents a priori, quoi. Ils s'en foutent un peu. Enfin, je veux dire, pour faire un angle droit, si l'angle était presque droit, ça serait pas un drame, quoi. De toute façon, il sera que presque droit, c'est de la pratique. Donc voilà. Et là, ça pose quelques problèmes. C'est-à-dire qu'après, maintenant, si on veut faire des mathématiques, si on veut vraiment être sûr que pour n'importe quel triangle rectangle, on a bien cette relation-là. Là, on voit bien que c'est pas en faisant un triangle avec une ficelle qu'on va s'en convaincre, quoi. Ou que c'est pas en faisant des dessins et en constatant que ouais, ça a l'air d'être à peu près vrai, en faisant des calculs approchés et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on veut essayer de trouver des preuves de ça, des démonstrations de ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire une démonstration?
Voilà, alors faut se méfier énormément de l'intuition, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça a l'air d'être vrai sur un dessin ou c'est pas parce que ça a l'air d'être vrai comme ça en faisant quelques essais qu'on est sûr que c'est bon. Il y a plein d'exemples en mathématiques de contre-exemples complètement inattendus à des problèmes. Genre en particulier Cantor dont j'avais parlé dans l'exposé sur l'infini est quelqu'un qui est un spécialiste des contre-exemples à la con auxquels personne n'avait pensé quoi. Ouais. Et même sur des problèmes qui sont apparemment simples, enfin je sais plus, là récemment j'avais entendu parler d'un problème sur les nombres comme ça où le premier contre-exemple c'est 196 quoi. Oui, c'est les nombres palindromes, j'ai pas le temps d'expliquer mais voilà, on a un truc qui marche pour tous les nombres jusqu'à 195 et 196 ça marche pas quoi. Donc c'est clair que quand on sait que ce genre de choses existe, on devient méfiant quoi. Il y a un autre exemple qui est dans le très bon livre, bon, j'en parlerai à la fin peut-être, un bouquin où c'est un truc qui est vrai jusqu'à 10 puissance 10 puissance 1 million. Et voilà, bon là moi j'avais fait 196, c'était un peu joueur d'accord. Tu gagnes. Donc voilà, enfin bon ce qui est important c'est que voilà, il faut avoir conscience que des fois des choses qui ont l'air intuitivement évidemment vraies peuvent s'avérer fausses, faut faire gaffe. Donc on veut essayer de trouver des démonstrations. Alors, qu'est-ce que c'est donc une démonstration ? En fait, ce que vont chercher les mathématiciens, c'est ce qu'on appelle la rigueur. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça en cours de maths, la rigueur. Ça manque de rigueur, un peu plus de rigueur, etc., etc. On a entendu parler en politique récemment. Ouais, c'est autre chose. Mais moi, personnellement, pendant très longtemps, j'ai absolument pas compris ce que ça voulait dire la rigueur, en fait. Ouais. On disait plus de rigueur, je pensais qu'il fallait peut-être plus souligner mes résultats ou que je sais pas, j'écrivais mal ou que je faisais des calculs un peu trop je faisais plein d'erreurs de calcul, des trucs comme ça. Bon, la rigueur en fait en maths, ça veut dire quelque chose de très précis, c'est justement être très précis. C'est par exemple pas mal le dessin. C'est par exemple donner une définition précise de tous les objets qu'on utilise. C'est quelque chose de très important. Parce que on peut avoir l'impression d'être d'accord et en fait ne pas être d'accord. Donc, faut qu'on donne une définition sur laquelle tout le monde est vraiment d'accord. Donc, des objets de base. Je veux dire, si on parle de géométrie. Parlons de ce que c'est qu'un point, par exemple. Un point en géométrie. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de ce que c'est ? On va peut-être laisser faire les mathématiciens là, non ? Non, c'est pas drôle. C'est un petit rond noir. C'est un petit rond noir, voilà. Alors, si c'est un petit rond noir, combien il y a de points sur un segment ? Tu vois ce que c'est qu'un segment ? Ouais, c'est un bout de trait, quoi. Sur un segment. Sur un segment, il y a une infinité de points. Bon, donc si c'est un petit rond noir, il peut pas y en avoir une infinité. Ah oui. Puis, attention sur une infinité, parce que à chaque fois que tu rajoutes un nouveau mot, il va falloir nous dire qu'est-ce que c'est une infinité. Non, ça c'est fait déjà. On a déjà parlé d'infinité. Affaire classée. Non, mais un point, moi je dirais, allez, c'est l'intersection entre deux droites. D'accord, et donc du coup, il faut que tu donnes une définition de ce que c'est qu'une droite. Et vraiment, la notion de point, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Une droite, c'est, je sais pas, ça tient par contre. Un point aligné, quoi. Ouais. Là, on est très très embêté. Et c'est vraiment embêtant parce que effectivement, on voit bien que la représentation que beaucoup de personnes ont en tête, c'est un petit rond noir. Et en même temps, tout le monde est d'accord ou presque, ou sinon il suffit de discuter 2 minutes pour dire que sur un segment qui est un truc de taille finie, on peut caser une infinité de points. Donc il y a un truc contre-intuitif là-dedans et il y a une contradiction entre ces deux choses-là. Il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut vraiment dire tous ces objets-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout définir, mais faut avoir peur d'aller trop loin, quoi. Alors évidemment quand même, on va rencontrer. Alors juste pour vous dire, pour la blague, un point, la définition donnée par Euclide, qui était un autre grec de l'Antiquité très fort, très important, tout ça. On va parler de façon. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord, et puis on peut trouver d'autres définitions qu'on trouve mieux. Je dis pas que c'est la bonne définition, mais la définition proposée par Euclide, c'est un point est ce qui n'a pas de partie. Alors concrètement, ça veut dire que c'est un objet qu'on peut pas couper en plusieurs parties. C'est tellement petit qu'on peut pas le couper en deux, quoi, dit autrement. D'accord. Voilà. Alors évidemment, c'est difficile à se représenter. C'est-à-dire que si on dessine un truc, c'est pas un point fatalement, parce qu'il suffit de prendre un microscope en coupant deux, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça n'existe que dans une tête de grand malade qui est un mathématicien, quoi. Enfin, ou quelqu'un qui a étudié les maths. C'est un objet théorique. C'est un objet purement théorique qui ne peut pas exister. Mais de même que toutes les figures géométriques sont des objets théoriques, un cercle, une droite, etc., ça n'existe que dans notre tête. On fait des représentations qui ressemblent vaguement, mais... Ouais, d'accord.
Donc un point, par exemple, une droite, il faut vraiment tout très bien définir. Il y a quand même un problème un jour, c'est que, par exemple, très bien, la définition d'Euclide, on peut la trouver très bien, on peut ne pas l'aimer, mais on peut la trouver très bien. Mais il y a quand même un problème, c'est que si je dis un point est-ce qu'il n'a pas de partie, il va falloir que je définisse ce que ça veut dire qu'une partie, par exemple. Oui. Ouais. Et puis je vais utiliser les mots, puis tous les autres mots, même il faudrait les définir. Donc là, il y a un problème, on s'en rend compte très vite. C'est exactement pour cette raison qu'on peut pas apprendre une langue étrangère si on connaît aucun mot en partant dans un dictionnaire, en ayant un dictionnaire de cette langue-là. Je veux dire, si je prends un dictionnaire d'italien, mais pour les Italiens, et que je connais pas un seul mot d'italien, je peux pas apprendre l'italien. Il faut que je connaisse quelques mots, et après, ça me permet éventuellement d'en apprendre d'autres. Mais il faut en connaître quelques-uns. Donc il y a un moment où on s'arrête, pareil pour les définitions en maths, et on va dire, bon, ces mots-là, on considère que tout le monde sait ce que ça veut dire, voilà, que c'est suffisamment clair comme ça. Mais déjà, on sent que c'est un peu, bon, faut être prudent, quoi. Ouais. Après, voyons voir ce que ça veut dire faire une démonstration. Une démonstration, j'ai tendance à expliquer ça comme ça en disant, on affirme quelque chose qui est pas évident. Par exemple, le terme de Pythagore, on peut dire que c'est un énoncé qui est loin d'être évident. Si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai ça. Qui me dit que c'est vrai, j'en sais rien, j'ai aucune raison d'y croire. Faire une démonstration, c'est dire, si j'ai un triangle rectangle, alors tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que, je sais pas, n'importe quoi, par exemple, pour dire que la somme des longueurs des deux petits côtés est plus grande que la longueur du grand côté. Jusque-là, tout va bien? Oui. Jusque-là, ça va, ouais. Dans un triangle, même quel qu'il soit, je fais la somme des longueurs de deux côtés, c'est plus long que l'autre côté. Parce que d'un côté, je vais tout droit, alors que de l'autre côté, je fais un détour. Ouais. Bon, tout le monde va être d'accord pour le dire. Donc, du coup, je peux m'appuyer là-dessus pour dire autre chose. Et puis après, je m'appuie dessus pour dire autre chose, etc., etc. Et à la fin de cette suite de trucs où tout le monde est d'accord, on arrive à la conclusion qu'on voulait. En gros, une démonstration, c'est ça. C'est décomposer un truc qui a pas l'air évident du tout en petites étapes pour lesquelles tout le monde va être d'accord pour dire que c'est évident. Ça va? Ouais, ça va. Donc je donnais l'exemple dans le dossier, je peux le redonner, qui est hyper connu du syllogisme par exemple, qui est typiquement un truc comme ça. Donc le syllogisme, c'est si personne me croit quand je dis que Socrate est mortel, on va y aller par étapes. Je vais dire, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tous les hommes sont mortels? Ouais, d'accord, on est d'accord. Bon, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Socrate est un homme? Ouais, d'accord, on est d'accord. Bon, si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi pour dire que Socrate est mortel. Ouais, tout à fait. C'est là où un mathématicien est insupportable dans les querelles de couple. Oui, c'est ça. Absolument toujours raison, c'est clair. Mais donc voilà. Donc il y a quand même encore un problème avec ça. C'est exactement le même problème qu'avec les définitions. C'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi pour dire que Socrate est un homme. Bah oui, non, c'est sûr. On n'a pas défini ce que c'était Socrate et ce qu'était un homme. Ouais, alors même en imaginant qu'on les ait définis, pourquoi vous seriez d'accord avec ça? Il n'y a aucune raison. Donc on a le même problème qu'avec les définitions. À partir de quand on décrète qu'une chose est évidente? C'est a priori il y a de la subjectivité là-dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a une part d'incertitude, quoi. Mais enfin, on descend jusqu'au niveau qui fait consensus. C'est ça l'idée. Le niveau que tout le monde peut comprendre. Mais ça, justement, c'est ce qui le niveau que tout le monde peut comprendre, c'est extrêmement flou. Ouais, bien sûr. C'est très très compliqué justement de se mettre d'accord. Et donc la recherche des fondements, des bons fondements, c'est-à-dire des bonnes bases à donner à une théorie mathématique, à des objets mathématiques comme ça, pour que ça soit solide, c'est pas si évident que ça. Alors, je donne l'exemple, je repars sur des maths plutôt que sur les syllogismes là, surtout que Socrate est mortel. Bon, ça va, je pense qu'on y croit tous. Et bon, pour revenir à la géométrie. Voilà ce qui a été fait par Euclide. Alors, je redis son nom, je le redirai plein de fois parce que c'est la référence dans le domaine. Monsieur Euclide. Gérard Euclide, non, je sais pas. Mais le truc, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si c'est pareil en Suisse, mais en France, en gros, on sort du collège, on sort des études, on connaît deux mathématiciens, c'est Pythagore et Thalès, parce qu'on connaît le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Et Monsieur Berthier aussi. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est les seuls qu'on connaît. Alors déjà, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont un petit peu vieux, quoi. Et puis, si, a priori, ni l'un ni l'autre ne sont pour grand chose dans leur théorème, quoi. Et puis, que en plus, c'est pas forcément ceux qui ont le plus marqué l'histoire des mathématiques. Alors que Euclide a vraiment très très fortement marqué l'histoire des mathématiques parce que, en gros, on considère que c'est le premier
à avoir fait quelque chose qui ressemble à des mathématiques contemporaines, quasiment. C'est-à-dire que toutes les sciences ont leur date de naissance, plus ou moins, la personne, l'époque où vraiment on dit ça y est, la chimie moderne c'est né avec Lavoisier, la physique moderne c'est né avec Newton, je pense, un truc comme ça, ou avec Galilée plutôt. Enfin bon bref, il y a toujours des repères comme ça. Les maths c'est Euclide. Ok, d'accord. Alors pourquoi c'est Euclide ? Parce que il écrit un truc qui s'appelle Les Éléments, dans lequel il va être un fanatique de la rigueur tel que je l'ai défini juste avant. C'est-à-dire qu'effectivement, il va définir le point, comme je vous le disais, il va définir la droite, il va définir le segment, il va définir les surfaces, il va définir tous les objets qu'il utilise, et il va donner ce qu'on appelle des postulats, ou des axiomes, ou demandes, je sais plus quoi, enfin bon bref, plein de traductions, il y a plein de façons de dire, mais c'est un peu toujours la même idée. C'est-à-dire les choses que l'on se met d'accord pour les considérer comme vraies. Voilà. Donc, là-dessus, ce qui peut être intéressant pour ceux que ça intéresse et qui se sentent pas d'humeur mathématique à forcément se dire je vais me plonger là-dedans, il y a une très belle édition qu'a fait Taschen qui est très colorée, très jolie et qui permet de voir les éléments d'Euclide et de les comprendre et de se rendre compte justement de tout ce que tu es en train de raconter là-dessus, quoi. Ouais, je l'ai sous les yeux là, c'est vraiment une magnifique édition. Et donc voilà, c'était pour un titre informatif. On la mettra dans les notes de l'émission. Ça permet de faire des maths quasiment sans mots, quoi. C'est ça que voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. On comprend tout sans avoir à parler, sans avoir à lire quoi que ce soit, juste en regardant des dessins. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc voilà. Donc alors, il faut se mettre d'accord donc sur les définitions, je l'ai dit, et donc sur les axiomes. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire sur les choses qu'on considère comme étant vraies ou comme étant possibles, comme existant, et les éléments de déduction aussi, qui me permettent de dire Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels. Donc, tout ce qu'il y a dans ce donc là, donc Socrate. Logique. Donc les éléments des connecteurs logiques, quoi. Donc faut se mettre d'accord là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Alors il va dire des trucs. Alors évidemment c'est affligeant de banalité. Il va dire, c'est-à-dire qu'il va dire, il peut pas aller très loin. Enfin, je veux dire, il prend des trucs. On va être d'accord. Donc faut pas qu'il y aille trop fort, quoi, hein. Donc il y va tranquille. Il va dire par exemple si A égale B et B égale C, alors A égale C, par exemple. D'accord. C'est pas mal, quoi. Si A plus B égale A plus C, alors B égale C. Voilà, des trucs du lourd, quoi. Des trucs, on va avoir fait beaucoup d'études pour comprendre alors, ça. du lourd, certes, mais par rapport à ce qui est dit dans la chatroom, c'est entre autres ça qui permet de démontrer que 2 plus 2 égale 4. C'est une bonne question, que j'en parlerai, mais plus tard, il y en a quand même qui ont mis 350 pages à le démontrer que 2 plus 2 égale 4. Mais le A égale B et B égale C, donc A égale C, est-ce que c'est pas la définition du égal, en fait ? C'est que le égal, c'est ce qui fait que si quelque chose est égal à quelque chose d'autre qui serait égal à cette autre chose, serait aussi égal à la première. Égal, ça dépend. Alors ça dépend si on parle de nombre, si on parle de longueur, etc. En plus, les Grecs de l'Antiquité étaient avec des objets qui sont relativement, je vais pas dire différents, mais ils en parlaient pas de la même façon les objets. C'est un peu compliqué à comprendre quand on lit des textes de cette époque-là parce que la division n'existe, enfin les fractions n'existent même pas, par exemple. Donc on est dans des trucs, ils font des phrases, quoi. Les symboles, ils ont absolument pas, etc. Donc finalement, je pense que l'égalité, ils vont même pas la définir. Ah ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire si A est égal à, donc voilà, ils vont même pas la définir en fait, l'égalité. Donc ils font juste bien logique, si A égale B, voilà. Voilà, donc ça c'est toutes les banalités, les choses qu'on a le droit de faire, les déductions qu'on a le droit de faire. Et après donc il y a les axiomes propres à la géométrie, puisque le premier livre est vraiment un livre de géométrie. Alors les 5 axiomes ils sont très très célèbres, donc je vous l'ai dit. Le premier, à partir de 2 points. Alors je vous l'ai dit à ma sauce, j'ai pas pris la traduction machin. De toute façon c'est traduit du grec ancien, donc bon. À la volée. Donc là, je vous le traduis à ma sauce. Le premier dit, à partir de 2 points, si j'ai 2 points, je peux tracer un segment qui relie ces 2 points, un segment droite. Bon, ça va. Ouais, jusque-là, ça va. Ça c'est heureusement qu'on se met d'accord là-dessus, sinon je vois mal comment on fait de la géométrie, quoi. Le deuxième, il est toujours possible de prolonger un segment en ligne droite autant qu'on veut. Ok. Et le troisième dit, à partir de 2 points, on peut tracer un cercle. C'est-à-dire qu'on va choisir l'un des deux comme centre, et puis le cercle va passer par l'autre point. En gros, le cercle, ça va être le rayon les 2 points, ça va être le rayon du cercle. Ouais. Ouais, jusque là aussi. Ah, ça va, on sent que, on demande des choses qui sont quand même, effectivement, basiques.
Alors, le quatrième, oui, avant de donner le quatrième, je vais quand même donner la définition de Euclide, que Euclide donne des angles droits, parce que c'est tordu. Alors, pour ceux qui ont un papier, un crayon sous la main, c'est mieux. Nico, si tu veux le dessiner, d'ailleurs, ça aidera. Si on a deux droites qui se coupent, on prend deux angles consécutifs. Et ben, si ces deux angles sont les mêmes, c'est ça qu'on appellera un angle droit. Attends, répète voir. Cette fois j'ai mon crayon. C'est deux droites qui se coupent. On fait deux droites qui se coupent, ok? Chose l'une, soit quand on prend deux angles de suite, c'est pas les mêmes. D'accord. Quand on prend deux angles de suite, c'est les mêmes. Si c'est les mêmes, c'est que c'est des angles droits. D'accord. Donc ça, c'est la définition que donne Euclide de l'angle droit. Ok. Relativement tordu, mais intuitivement, on voit que ça marche. Mhm. Du coup, quand même, comme c'est tordu, il est obligé de préciser dans son quatrième axiome que tous les angles droits sont les mêmes. C'est-à-dire que si on a un angle droit quelque part dans le dessin et un autre angle droit ailleurs dans le dessin, bah, si on les rapproche l'un de l'autre, on peut les superposer, c'est le même angle. Ok. Bon, ça peut paraître tordu, mais il est obligé de le faire. Et alors le cinquième, alors là c'est la formulation, disons, la formulation connue, c'est pas la formulation originale, mais la formulation originale est un peu compliquée, donc on va en rester à celle-là. C'est équivalent, c'est la même chose, ça revient au même. Le cinquième postulat dit, par un point extérieur à une droite, il passe une et une seule droite parallèle à cette droite. Donc, au ralenti, je peux le refaire autrement, je prends une droite, je prends un point qui est pas dessus, bah, je peux tracer une droite parallèle à la droite qui passe par le point, et je peux en tracer qu'une. Qui soit parallèle. Parallèle. Et qui passe par ce point-là. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Tout va bien. Bien, alors maintenant qu'on a ça, eh ben, l'idée c'est que Euclide en gros dit, les gars, on est d'accord, vous m'avez dit oui jusque-là, donc maintenant vous allez être obligé de me dire oui jusqu'au bout. Vous êtes obligé d'être d'accord avec tout ce que je vais dire, parce que tout ce que je vais dire, je vais le démontrer en me servant uniquement de ça. Donc il va se lancer dans 47 propositions, que à chaque fois il ramène à des éléments de base qu'il a énoncés. Donc les 46 et 47e propositions, c'est le théorème de Pythagore et sa réciproque. Alors, pour donner une idée, pour rendre la chose un petit peu concrète, alors je sais bien qu'on est à la radio, que c'est de la géométrie, mais bon, je pense quand même que c'est possible de le suivre parce que c'est vraiment élémentaire. Je peux donner un exemple de ce qu'il fait dans la première proposition. Vas-y. La première proposition, il dit, j'ai 2 points, je me donne 2 points, je veux démontrer que je suis capable de dessiner un triangle équilatéral. Voilà, c'est balèze, hein. Donc, attention, je n'ai le droit qu'à ce que j'ai énoncé. Donc, allons-y, j'ai 2 points. Le premier axiome, je vous rappelle, me dit si j'ai 2 points, je peux tracer un segment. Bon, je trace le segment qui relie les 2 points. J'ai 2 points. Le troisième axiome me dit que j'ai le droit de tracer un cercle qui a l'un des 2 pour centre et qui passe par l'autre. Ok? Ok. Attends, j'étais en train de faire un commentaire dans la chatroom parce que Mantine dit qu'elle a pas de son, ce qui m'intrigue énormément. Du coup, je me suis un peu perdu. Tu peux répéter? Alors, donc, on a 2 points. Le premier axiome me dit, je peux tracer le segment entre les deux. Ouais. On a toujours 2 points, on le reprend les mêmes. Le troisième axiome me dit, je peux tracer un cercle qui a l'un des 2 centres et qui passe par l'autre. Oui. Ça, je le fais 2 fois avec les 2 points successivement comme centre. J'ai tracé le cercle. J'ai 2 intersections de ces 2 cercles. Je choisis l'une des deux, pardon. Et Ouais. ce troisième-là, avec les A égale B, B égale C, alors A égale C, on voit très bien qu'ils vont être égaux au segment de base. Donc, je relie ce point-là grâce à l'axiome 1 au premier point, puis au deuxième point, et ça y est, j'ai un triangle équilatéral. Il y a une illustration sur la page du live de ça. Voilà, très bien, parfait. Ça, c'est extraordinaire. Merde. On arrête. Donc voilà. Donc ça, c'est la première proposition. Donc on est bien d'accord, il s'est servi que du premier axiome et du troisième, et il a démontré qu'il pouvait dessiner des triangles équilatéraux. Formidable, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que t'es fort en géométrie. T'aurais quand même pu prendre une règle. Donc voilà. Donc ça, c'est la première proposition, et donc je vous ai dit, voilà, il enchaîne, et il va jusqu'à 47 propositions, et c'est le théorème de Pythagore et la réciproque. C'est clair là pour tout le monde? Ouais, Voilà. c'est super clair. Donc ça voilà, c'est la première fois qu'on fait des mathématiques de façon parfaitement rigoureuse, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Alors juste Donc c'est la géométrie euclidienne. ça c'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. D'accord. Et par exemple toutes ces règles que tu vas peut-être en parler après.
Je sais pas. Des invalidations des règles euclidiennes. C'est pas des invalidations. Enfin, des exceptions, quoi. Enfin, Non, mais il l'a posé comme des postulats, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il a juste dit, Oui, est-ce oui. qu'on est d'accord là-dessus? Non, mais bien sûr, je veux pas dire que c'est faux, mais je veux dire qu'il y a des situations où ce qu'il a dit était pas vrai, en fait. Non, moi, j'y arrive. Mais, D'accord, c'est ça, voilà, ok. ce qui est très très important, effectivement, ce que dit Nico, c'est que c'est purement ce qu'on appelle, ce qu'on dit toujours, hein, c'est purement hypothético-déductif. On fait des hypothèses, on en déduit des choses. Donc, tout ce qu'on dit être vrai, c'est pas vrai. C'est vrai si on prend ces hypothèses. C'est vachement important de comprendre ça. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, effectivement, ce qui s'est passé après lui, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, bon, les 4 premiers axiomes, là, en gros, si je résume, le premier, c'est j'ai le droit de tracer des segments. Le deuxième, c'est j'ai le droit de tracer des droites. Le troisième, j'ai le droit de tracer des cercles. Et le quatrième, j'ai le droit de tracer des angles droits. C'est quand même des trucs de base. Et ce que se sont dit les gens après lui, c'est bon, ok, très bien, c'est bien ce qu'il a fait, bravo Euclide, tout ça. Mais quand même, le cinquième, il est hyper compliqué par rapport aux 4 premiers. Donc, je vous le rappelle, hein, sous la formulation qui est pas l'original, mais on s'en fiche. Si j'ai une droite et que j'ai un point qui n'est pas sur cette droite-là, je peux tracer une seule droite parallèle à la droite qui passe par ce point. Rien qu'à dire, c'est super plus long, et on sent bien que ça ressemble plus à une propriété qu'à une hypothèse de départ, quoi. Ouais. Mhm. Ouais. Donc voilà. Donc ce que se sont dit des gens derrière lui, c'est bon bah ça, faudrait que ça soit plus un axiome, mais que ça devienne un théorème. Donc qu'on arrive à le démontrer, comme Euclide a démontré tout le reste à partir des axiomes, mais en se servant juste des 4 premiers axiomes. Et les gens qui ont essayé n'ont pas réussi. Voilà. Alors pourquoi ils n'ont pas réussi on peut le comprendre très très vite, on peut le comprendre très très simplement. Enfin très très simplement. Si, non mais si quand même. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de le démontrer par l'absurde. Ça, la démonstration par l'absurde, c'est génial. Et ça, on peut en parler à la radio parce que de toute façon, a priori, on démarre sans dessin tellement c'est des trucs tordus. On dit par exemple, j'ai une droite, je pointe un point à l'extérieur d'une droite, ben j'ai aucune parallèle à la droite qui passe par ce point. Alors évidemment, si on fait un dessin, on voit bien que ça marche pas. Mais on imagine que c'est vrai quand même, et on essaie de comprendre ce que ça implique, ce que ça a comme conséquence. Et donc le but d'une démonstration par l'absurde, c'est qu'on va tomber sur une contradiction un jour, et donc on pourra dire bah, ce que j'ai supposé au début était faux. Et le problème, c'est que si on fait ça là pour cette hypothèse-là, eh ben on n'a pas de contradiction. Et puis on peut aussi dire le contraire, on peut dire si j'ai un point qui est extérieur à une droite, j'ai une infinité de parallèles à la droite qui passent par ce point. Alors là aussi, si je fais un dessin, ça va être catastrophique. Hein. C'est une infinité de parallèles, je sais pas comment je l'ai fait, mais on imagine, on essaie d'imaginer, on essaie de tomber sur une contradiction, on tombe pas sur une contradiction. Et en fait, l'explication, elle est relativement simple. Comment excuse-moi, j'ai oublié dans la géométrie euclidienne, la définition d'une parallèle, c'est quoi? Parallèle, c'est une bonne question, je me souviens plus. C'est pas qu'il n'a aucun point d'intersection avec la droite? Si, je crois que c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est ça l'idée. Hein. Mais comment tu peux... Oui, d'accord, ok, d'accord. Donc évidemment, si on essaye de faire des dessins avec ces deux hypothèses-là, on tombe sur des horreurs. Hein. Mais on tombe pas sur des contradictions logiques. Si on fait juste du papier crayon, on fait juste de la démonstration, on tombe pas sur des contradictions logiques. Donc on peut pas dire que c'est une conséquence logique des 4 premiers. On n'arrive pas à le faire en tout cas. Et alors, il y a des gens qui après ont réfléchi, ils disent bah oui les gars, non, réfléchissez 2 minutes. Regardez sur quoi on vit. On vit sur la Terre, qui on va dire pour simplifier grandement est globalement une sphère. Mais ça, oui, pardon. Si. Oui. Si, il le savait depuis longtemps. Mais de toute façon, là, on a avancé dans le temps. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est... Oui, c'est ça, ouais, ok. Même les Grecs, ils savaient. Hein. Il y avait quand même Eratosthène qui avait calculé le rayon de la Terre, donc il savait qu'elle était ronde, quand même. Enfin, le périmètre, enfin, bref. Donc là, au 19e siècle, voilà, il y a des gens qui ont dit, non mais... ça pourrait être un disque. Vas-y, continue. Non, relis Eratosthène, non, tu verras, ça marche pas. Il savait très bien où il vivait. Ok. Donc, je connaissais pas les États-Unis, hein, mais donc voilà. Et donc, je me perds complètement dans mon truc. C'est perturbant d'être interrompu comme ça, juste par le son. Oui, si on est sur Terre, si on s'imagine sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire aller tout droit? Si on allait tout droit sans tenir compte de la courbure de la Terre, tu veux dire?
Non, justement, on est obligé d'en tenir compte. Tu t'es déjà vu décoller de la Terre en marchant tout droit, toi? Ouais, mais c'est ça, ouais. Non, mais enfin, tu vois, je parle à un mathématicien. On se met en orbite si on fait ça. J'essaie de m'adapter. Ouais, si on allait tout droit, on se mettrait en orbite, effectivement. Ouais, non, mais enfin, En restant sur la Terre. si tu quittes la Terre, tu te mets pas en orbite, tu vas, tu t'en vas. Non, oui, mais c'était une blague en référence au dernier épisode. Oui, donc tout droit sur la Terre, bah, c'est revenir au même point où on est parti. Voilà, par derrière, quoi, de l'autre côté, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Tout le monde, Je dirais, hein. c'est relativement intuitif, quoi. On sait très bien, même si on fait pas des trucs, des droites sur Terre, on a tous en tête ce que ça veut dire que d'aller tout droit sur Terre. On sait très bien ce que ça veut dire. Donc, aller tout droit sur Terre, c'est pas aller tout droit, en fait, c'est prendre le plus court chemin pour aller d'un point à un autre sur Terre. Oui, Donc, d'accord. prendre le plus court chemin pour aller d'un point à un autre sur une sphère. Eh ben, sur une sphère, c'est évidemment pas une droite, parce qu'il n'y a pas de droite sur une sphère. Donc, finalement, l'idée, ça pourrait être de dire, bah, changeons la définition d'une droite. On va dire une droite, c'est le chemin le plus court entre deux points. Le chemin le plus court entre deux points, c'est un morceau de cercle. Alors, si on veut regarder précisément les choses, j'essaie de faire vite parce que après, sinon, je vais plus du tout avoir le temps de parler de Gödel et quand même, c'était le sujet. Si on regarde bien le chemin, bah, c'est en gros le cercle qui est le moins courbé possible, qui est le moins petit, qui est le plus grand possible. Plus un cercle est grand, moins il est courbé, donc plus le chemin que je suis va être court. Je sais pas si vous percevez ça intuitivement. Ouais. Ouais. Donc en fait, les chemins les plus courts, ça va être quand on suit un arc du cercle le plus grand possible. Un cercle le plus grand possible sur une sphère, bah c'est un cercle qui a son centre au centre de la sphère. C'est ce qu'on appelle un grand cercle. Donc si vous êtes sur Terre, c'est par exemple les méridiens. Ouais. Ouais. Voilà. Pas les parallèles, surtout pas. Les méridiens, oui, l'équateur, oui, mais parce que ce qu'on appelle les parallèles, c'est pas des chemins les plus courts, c'est des cercles de plus en plus petits qui sont pas du tout des chemins les plus courts. Alors les parallèles, c'est ceux qui sont parallèles à l'équateur, comme leur nom l'indique. C'est ça. Et Non. Qui sont pas parallèles au sens mathématique. Oui. C'est le gros problème. Enfin, voilà. l'idée maintenant, c'est qu'on regarde ce qui se passe là-dessus. Si on dit, bah ok, bah donc du coup une droite, qu'est-ce que c'est si on se passe sur une sphère? Eh bah c'est un grand cercle. Et ben maintenant regardons ce que deviennent les axiomes d'Euclide. Bah est-ce que si j'ai deux points, je peux tracer un segment de droite entre les deux? Bah oui, il y a aucun problème. Est-ce que si j'ai un segment de droite, je peux le prolonger autant que je veux en ligne droite? Bah oui, jusqu'à obtenir le grand cercle, il y a aucun problème. Est-ce que si j'ai deux points, je peux tracer un cercle? Bah oui, aucun souci là-dessus. Et est-ce que tous les angles droits sont les mêmes? Évidemment. Maintenant, est-ce que je peux tracer deux droites qui sont parallèles? Ça voudrait dire deux grands cercles qui se coupent pas. Bah je dirais oui, je dirais. Deux grands cercles qui se coupent pas. Hein. Cercle, attention. Hein. À deux grands cercles. Cercle. Les droites, c'est les grands cercles. Ouais. Ah bah non alors. Là, c'est pas possible. On prend l'équateur, par exemple. Je prends un point au-dessus de l'équateur. Si je veux un grand cercle qui passe par ce point-là, il passe aussi par le point qui est diamétralement opposé. Donc, il va couper l'équateur deux fois, quoi. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que là, on a ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire un monde dans lequel les quatre premiers axiomes sont vrais et le cinquième est clairement faux. Je vais faire le relou là, mais pourquoi une droite c'est forcément le grand cercle? J'ai oublié ça. C'est par rapport à la définition. Oui, c'est la définition de la droite, c'est ça? Bah, c'est la définition qu'on se donne parce que ça correspond au plus court chemin entre deux points sur une sphère. C'est-à-dire si tu prends un cercle plus petit, et ben en fait c'est que c'est en train de faire D'accord. un tout petit cercle qui entoure le pôle Nord, tu verras bien que le plus court chemin, voilà, c'est bon. Ok. Le grand cercle c'est le plus court chemin entre deux points. D'accord, ok. Donc une droite est forcément un grand cercle. Merci. Pas de problème. Donc voilà. Donc là on a un modèle, un monde dans lequel le cinquième axiome il est faux. Enfin, il est changé, c'est que il y a jamais de parallèle. Et les quatre premiers sont vrais. Donc ça veut dire que, en termes logiques, on voit bien que c'est normal qu'on ne parvienne pas à démontrer le cinquième à partir des quatre premiers, puisque là on a un monde où les quatre premiers sont justes, mais le cinquième est différent. Oui. Ouais. Donc le cinquième axiome étant toute droite, tout point a une parallèle, tout point extérieur à une droite a une parallèle passant par lui. Donc là, clairement, celui-là, il est devenu faux. Alors que les quatre sont bien restés vrais. Donc, ça veut bien dire que c'est normal que le cinquième soit pas une conséquence logique des quatre premiers. C'est rassurant quelque part. Si on avait réussi à démontrer ça serait très inquiétant. Donc là, voilà, c'est logique, c'est rassurant. Donc en fait, c'est que le cinquième axiome, il est indépendant des quatre premiers. C'est-à-dire que les quatre premiers sont vrais, le cinquième, il peut être soit vrai, soit faux. Il en a rien à faire que les quatre premiers soient vrais. Ok. Voilà. Bon, je vous parle pas de l'autre, la géométrie de la chips, là, l'autre démonstration par l'absurde, mais ça marche aussi. Enfin bon, bref. Aussi. Voilà. Allons-y, hein.
On fera un dossier entier sur la géométrie de la chip si vous voulez. Excellente idée. Pour le moment, avançons, t'as raison. Alors maintenant, ouais, avançons, on va y arriver, hein, on va y arriver. On arrive donc fin 19e, début 20e. En maths, il y a plein de nouvelles théories qui sont nées, alors de façon relativement anarchique pour certaines, pour beaucoup. On a l'exemple typique de Évariste Galois, mort à 20 ans, juste avant de mourir en duel, il avait passé toute sa nuit à écrire, mais personne comprend rien de ce qu'il a écrit, même si tout le monde sent que c'est génial. On a des exemples comme ça de théories qui fonctionnent, mais personne ne sait vraiment pourquoi ça fonctionne. Mais ça fonctionne, alors on s'en sert, on est content. Et donc il y a un moment où on dit non, bon les gars, quand même, va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Va falloir faire le même boulot en gros que Euclide à son époque. C'est-à-dire, on va pas démontrer des trucs nouveaux, mais on va mettre ça en ordre. On va trouver les bons axiomes qui permettent de démontrer tous les résultats qu'on connaît, de mettre en ordre tout ça et de s'assurer que tout ça est bien cohérent. Ok ? Voilà. Parce qu'il faut pas croire que les maths c'est que faire du Euclide. Hein. Bien au contraire. Hein. Les maths c'est d'abord, je veux dire, le théorème de Pythagore on le démontre qu'une fois qu'on a pigé qu'il existait et qu'on a compris intuitivement pourquoi il marchait, quoi. Après, la mise en forme, c'est un truc qui vient bien après. On ne peut pas commencer par ça. Donc, voilà. Donc là, cette époque-là, c'était un gros truc très important. Alors, notamment dans les personnes très importantes à cette époque-là qui ont joué un grand rôle là-dedans, vous avez David Hilbert. Alors, Hilbert était un très très grand mathématicien allemand qui donc aimait particulièrement cette idée de bien tout ranger, de faire des théories bien parfaites, etc. Alors, qu'est-ce qu'une théorie parfaite, si on résume ? On veut donc un système d'axiomes, donc des définitions, et un système d'axiomes. Le but du système d'axiomes, c'est que on puisse pas démontrer deux choses qui sont contradictoires l'une de l'autre, évidemment, parce que si je démontre une chose et son contraire, ça veut dire que c'est une catastrophe, ma théorie, elle veut rien dire. Et je veux par contre pouvoir démontrer tout ce que je sais être vrai. Ok ? Tout ça dont je dispose, je veux pouvoir les démontrer, et je veux pas me retrouver un jour avec, par contre, je ne peux pas me retrouver un jour avec par contre la possibilité de démontrer une chose et son contraire, sinon ça veut dire que ma théorie elle vaut rien. Donc voilà, le but c'est de trouver la bonne théorie pour ça, pour tous les mathématiques qui existaient à cette époque-là. Alors pour la géométrie d'ailleurs, Hilbert a fignolé le travail d'Euclide et il a fini par réussir à trouver un système nickel avec 20 axiomes au lieu des 5 d'Euclide. Voilà. Ok. Juste pour situer, Hilbert, c'est le gars de l'hôtel, là, celui dont Nico nous avait parlé dans son dossier sur l'infini. Exactement, ouais. C'est lui-même. Excellent. Il a une super bonne tête, hein, si vous voyez sa photo d'ailleurs. J'aime beaucoup avec son chapeau et ses lunettes. Et très important dans l'histoire des maths, même si il avait plein d'intuitions qui étaient super fausses, c'est ce dont on va parler là. Ouais. Ah bah oui, il a eu aussi beaucoup d'intuitions justes. Enfin, on n'a pas le temps de parler. Bien sûr, mais là, tout ce qu'il avait envie de construire, tu vas en parler quoi. Alors voilà, donc Hilbert, donc il arrive à faire le boulot pour la géométrie, il était très content. Et le gros problème, c'était de s'occuper de toutes les théories qui sont nombreuses quand même en mathématiques, qui contiennent au moins les nombres entiers. Voilà. Alors il y en a plein. Hein, je veux dire, on parle des nombres tout court, bah ils sont construits en gros à partir des nombres entiers. Tout ce qui est fonction, etc. Tout ça, on va avoir besoin des nombres. Donc, c'est des pans entiers de mathématiques qui sont concernés par ça, et on n'arrive pas à trouver les bons axiomes. Il y a bien des gens qui essayent. Alors, tu voulais que je parle de tout à l'heure. J'ai jusqu'à quelle heure ? Parce que là, ça avance, ça court. Jusqu'à il y a 10 minutes à peu près. Ouais, merde. Non, mais on rigole, vas-y. Enfin, je sais pas, Alan. Ouais, t'as encore une dizaine de minutes. Ok, d'accord. Donc, on va y aller vite. Bon, il y a eu une tentative à base d'ensemble. Les ensembles, en gros, c'est le truc intuitif un ensemble, c'est un paquet de trucs, quoi. Mais finalement, est-ce que cette définition, elle est assez rigoureuse, justement ? Est-ce qu'on sait bien ce que ça veut dire ? Il y a quelqu'un qui a, par exemple, posé un jour la mauvaise question du style qu'est-ce que c'est l'ensemble de tous les ensembles ? Est-ce que c'est un ensemble ? Si c'est un ensemble, ça veut dire qu'il doit être dans lui-même. C'est compliqué, un truc comme ça. Enfin bon, bref, il y a le paradoxe du barbier dont Nico parlait au début. Bon, je vais pas prendre le temps d'en parler, mais qui est pareil. On définit des ensembles et on se rend compte qu'on tombe face à des paradoxes, donc on est très embêté. Donc ils étaient très embêtés, ils y arrivaient pas. Mais ils avaient confiance, ils allaient y arriver. Donc c'est dans ce cadre-là que Russell et Whitehead ont mis 350 pages pour démontrer que 1 plus 1 égale 2, tellement ils sont remontés loin dans les axiomes, quoi. Voilà.
Alors, je tiens aussi à préciser évidemment qu'à cette époque-là, il y a aussi des mathématiciens qui trouvaient que bon bah ça va, un peu de rigueur c'est bien, trop de rigueur au bout d'un moment c'est pénible quoi. Donc non mais ça sert plus à rien. Je veux dire, il y a un moment. C'était les intuitionnistes, c'est ça? Les plus extrémistes c'était les intuitionnistes, mais enfin t'avais des gens beaucoup plus raisonnables comme Henri Poincaré qui disaient bon, pourquoi pas si vous voulez, mais c'est pas très intéressant quoi. Enfin c'est pas comme ça qu'on va faire des maths intéressantes. Les maths faut que ça ait du sens. Faut que voilà, oui, un truc par exemple que disait Hilbert qui pouvait choquer Poincaré, il disait moi à partir du moment où on s'est mis d'accord sur la définition et les axiomes et que tout s'enchaîne logiquement, je suis prêt à admettre tout, donc on peut changer les noms des choses, ça me dérange absolument pas. Donc c'est ce qui était dans le coup de la bière et de la bière, là on va y revenir. Part de bière, si on me dit que on définit une bière de cette façon-là et une table de cette façon-là, et qu'on me dit que par 2 bières il passe une et une seule table, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une image de droite et de point pour être d'accord avec ça. C'est logiquement valable, donc c'est bon quoi. Donc là, Poincaré, ça le faisait complètement hurler parce qu'il disait non, il y a quand même une part d'intuition dans les maths, faut arrêter les conneries et c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui nous fait découvrir de nouvelles choses, c'est ce qui nous fait imaginer de nouvelles théories et c'est clairement pas la logique qui nous fait avancer dans les maths. Mais donc c'est vrai ça, il y a une part d'intuition dans les maths? Ah bah évidemment, un peu, oui, d'intuition, d'imagination, etc. Il n'y a pas des maths qui sont complètement dépourvues d'intuition? Ah bah non, enfin je veux dire, on peut pas. Alors après, tout ce qui est logique, tout ce qui est travail de je blinde les axiomes derrière, etc., Ouais. Il faut justement réussir à virer tout ce qui est intuition. Et c'est ça qui est Oui, difficile. c'est ça. Donc il y a quand même des maths qui essayent de virer l'intuition. Et cela dit, même pour trouver une démonstration parfaite à partir d'axiomes, faut avoir un peu l'intuition de quels axiomes il va falloir utiliser quand. Ouais. D'une certaine manière, faut quand même un minimum. C'est très difficile de faire une démonstration sans comprendre pourquoi ça va marcher avant. Par contre, l'intuition n'a pas besoin d'avoir un lien avec la réalité. C'est surtout ça, peut-être dans ta question. C'est que ça peut être de l'intuition logique. Oui, d'accord, ouais. Et Bref. Non mais ouais, c'est intéressant ça, cette idée. Je trouve que il y a forcément une dose d'intuition dans une démonstration, quoi. C'est ça que t'es en train de nous dire. Non, en principe, si c'est une bonne démonstration, pas dans la démonstration, mais pour la trouver. Ah oui, ça d'accord, ça je suis complètement d'accord, ça c'est évident. Ok, d'accord. Ça Ok, va passer. Robin, tu peux juste répéter ton argument, j'ai eu une coupure chez moi, et on t'a pas entendu. Et donc je sais plus du tout ce que je viens de dire. L'intuition, elle arrive avant d'écrire la démonstration. Ok, ah ouais. C'est juste, on sent que ça va passer par là, on sent qu'on va y arriver en utilisant ces idées-là, et après on vérifie et on écrit, et quand on écrit, il faut effectivement plus du tout d'intuition. Mais logiquement, il y a que les axiomes qui permettent d'affirmer que la démonstration est correcte. Donc on est bien dans une logique sans intuition, quoi, dans la démonstration en elle-même. Ok, d'accord. Mathématicien, un vrai mathématicien qui fait des vraies mathématiques, il s'en fout des axiomes. Je veux dire, il a une série il a tout un paquet de résultats qu'il sait être vrais, de théorèmes qui ont été démontrés un jour, etc., etc. Lui, s'il démontre un théorème, il va se servir de théorèmes qui ont déjà été démontrés parce qu'il fait confiance, parce qu'il sait que c'est vrai. C'est un truc cumulatif. On va pas revenir à chaque fois aux axiomes, ça serait l'enfer. D'accord. Ouais. On est rassuré, on sait que ça existe, quoi. Donc voilà. Bien. Donc dans la quête comme ça de la théorie parfaite, et notamment pour tout ce qui est les nombres, Hilbert était particulièrement optimiste et donc il avait la phrase que j'ai citée plein de fois, mais parce que je la trouve quand même géniale: Wir müssen wissen, wir werden wissen. Donc nous devons savoir, nous saurons. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas de problème. C'est pas parce qu'on est coincé là pour l'instant qu'on va être coincé toute notre vie. On saura. Voilà. Et alors le coup de tonnerre, ça y est, on y arrive. En 31, il y a Kurt Gödel, un jeune logicien, donc 25 ans, c'est ça, qui démontre un théorème qui défonce tout. Alors, le théorème de Gödel, en gros, dit qu'il n'y aura jamais un système d'axiomes pour une théorie dans laquelle il y a au moins les nombres entiers, pas parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux conditions que j'ai données avant, une théorie parfaite, en gros, un système d'axiomes parfait, c'est ça peut démontrer tout ce qu'on veut et ça ne se contredira jamais. Et ben lui, ce qu'il dit, c'est qu'un système d'axiomes, soit un jour il se contredit, soit un jour il y a un truc vrai qu'il n'arrivera pas à démontrer. Donc, alors si dans ce système d'axiomes, il y a ce qu'il faut pour définir les nombres. Voilà. Ben, pour la géométrie, il y avait effectivement un cadre parfait. Mais pour les nombres, on est foutu. Alors, qu'est-ce que c'est la démonstration? Alors la démonstration, elle est hyper technique, hyper compliquée. Mais l'idée de base, elle est super simple pour le coup. Le truc, c'est qu'il dit, je prends des axiomes, les axiomes dont on a besoin pour les nombres,
Et à partir de ces axiomes, je vais réussir à écrire une propriété, mais juste en se servant des axiomes, c'est là que c'est hyper balèze. De ces objets-là, il faut pas partir dans d'autres choses, faut pas utiliser des mots et des notions qui sont pas complètement dans la théorie. Il arrive à rester dans le cadre de la théorie, dans les définitions choisies, dans les axiomes choisis, et il arrive à formuler une phrase qui dit, en substance, je ne suis pas démontrable dans cette théorie. Et donc, à partir du moment où on a cette phrase-là, on est très embêté, parce que si, avec ce système d'axiomes-là, on arrive à démontrer cette phrase, ça veut dire qu'on a démontré un truc faux. Si on n'arrive pas à le démontrer, c'est vrai, mais on n'arrive pas à le démontrer. Ok. On va dire ok. J'ai le cerveau qui fume là, mais d'accord. Tout raté, je le refais. Il arrive à formuler. Fais-la avec un autre exemple, parce que il y en a plein d'exemples comme ça. Ah bah non, c'est vraiment ça, là, ce qu'il a fait lui, hein. Oui. C'est, en gros, non, mais je vais reprendre le truc. Le système d'axiomes, c'est donc les trucs, les définitions des axiomes, hein, c'est, pour la géométrie, c'était les points, j'ai le droit de tracer des segments, les enchaînements logiques, si A égale B, B égale C, alors A égale C, etc., etc. Là, il dit, si on prend un système d'axiomes qui permettent de la même façon de définir les nombres entiers, alors moi je suis capable, de façon parfaitement rigoureuse, de vous écrire une phrase en me servant uniquement de ces définitions et de ces axiomes-là, qui va dire, vous ne pouvez pas me démontrer dans cette théorie, dans ce cadre-là. C'est-à-dire en se servant de ces axiomes. En se servant de ces axiomes. D'accord. Chose l'une, si on démontre cette propriété-là, ça veut dire qu'avec ce système d'axiomes, on démontre un truc qui est faux. Parce que si on l'a démontré, c'est qu'on pouvait le démontrer. Ouais, ok. Et si on n'arrive pas à le démontrer, c'est vrai que cette phrase ne peut pas être démontrée. Donc c'est vrai, donc les axiomes sont faux. Mais on peut pas la démontrer. Mais elle est vraie. Oui, mais si elle est vraie, c'est que les axiomes sont faux. Non, pas du tout. C'est que les axiomes qu'on peut pas démontrer. Que les axiomes impliquent quelque chose qu'on peut pas démontrer. C'est-à-dire que cette phrase-là ne peut pas être démontrée avec ces axiomes-là. Ok. Comme elle fait partie, cette phrase-là, de la théorie, cette théorie n'est pas complète, c'est-à-dire que on ne peut pas tout démontrer avec ce système d'axiomes, ou alors, c'est pire, on démontre des choses qui sont contradictoires, on démontre des choses qui sont fausses. Donc c'est-à-dire que le système des nombres, en fait, est imparfait. Alors, ça veut... Non. Alors, c'est là qu'il faut faire gaffe à toutes les interprétations complètement délirantes qu'on peut avoir. Ça veut dire que on ne pourra jamais imaginer un système d'axiomes parfait définissant les nombres. Ok. Ça dit rien sur les nombres. C'est-à-dire que si on essaye de faire l'axiomatisation des nombres avec un système d'axiomes parfait, on n'y arrivera pas. Attention, branchage, débranchage, je pense, pour ta voix. D'accord, hop. Donc, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, c'est bien. Donc, ça veut juste dire que à partir du moment où on est dans une théorie dans laquelle il y a les nombres, on n'est pas à l'abri, quand il y a un truc qu'on n'arrive pas à démontrer, on n'est pas à l'abri du fait que ce soit un truc indécidable. C'est-à-dire un truc que l'on ne peut pas démontrer dans le cadre de cette théorie. Alors, sur indécidable, on en avait déjà un peu parlé. Moi, il y a un terme que je trouve plus simple à comprendre, c'est de dire que c'est un élément qui est extérieur à la théorie. Ouais, qui est indépendant. Qui est indépendant, voilà. C'est-à-dire que c'est l'exemple des droites parallèles que tu as donné tout à l'heure, où c'est pas que c'est ni vrai ni faux, c'est plus simple à comprendre de se dire, c'est juste qu'on ne peut pas savoir, on peut pas juger de si c'est vrai ou c'est faux. C'est comme l'histoire du point extérieur à la droite. Sur une sphère, c'est vrai, sur un plan, c'est faux. On peut pas, sans fixer d'autres règles, dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça. C'est-à-dire que du coup, on peut dire, si c'est une propriété qu'on a vraiment envie d'avoir, si on arrive à démontrer qu'elle est indécidable, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des axiomes, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais la démontrer à partir de ces axiomes-là, on peut dire, c'est pas grave, je la prends comme axiome, je la prends comme hypothèse. Je vais dire, c'est moi qui décrète, c'est vrai, parce que j'ai besoin, pour ce que j'ai envie de faire, que ça soit vrai. Et ça, c'est un truc qui existe vraiment, qui est vraiment utilisé comme ça dans certaines théories mathématiques. Ok, d'accord. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Et donc, un des exemples les plus connus de ce genre d'axiomes-là qui peuvent être ajoutés ou non à une théorie. Alors, il y a, j'en parle vite fait, mais ça, c'est pour ceux qui ont entendu le podcast de Nico sur l'infini, l'hypothèse du continu, qui est donc de savoir s'il y a ou pas des infinis entre l'infini dénombrable et l'infini du continu. Bon, c'est pour les happy few. Il y a un truc que je trouve personnellement très rigolo, qui est ce qu'on appelle l'axiome du choix. L'axiome du choix dit, en gros,
que on peut choisir des éléments. Je le fais un peu. Si j'ai une famille d'ensemble, je peux choisir un élément dans chaque ensemble. Ça, on est obligé de le poser comme axiome. C'est terrible. Si on le met pas comme ensemble, comme axiome, on peut ne pas savoir choisir. Le fait de pouvoir prendre un élément dans un ensemble, on est obligé de le poser. On peut pas démontrer que c'est toujours faisable. C'est-à-dire qu'un ensemble est constitué de plusieurs éléments, en fait. C'est ça l'idée? Non, c'est surtout de pouvoir en choisir un. C'est surtout pour en choisir un. Pour le visualiser, dans un ensemble qui a un nombre fini d'éléments, tu visualises très bien d'en prendre un au pif. Et ça, il n'y a pas besoin de poser un axiome. Ouais. Par contre, quand ton ensemble il est continu, ça devient un peu plus problématique d'en choisir un. Oui, d'accord. Pour dire ça simplement. Ok. Tu me contredis si je dis des bêtises, Robin. Famille d'ensemble finie, par exemple des nombres, on peut dire je vais choisir de prendre le plus petit élément de chacun des ensembles. Ça c'est facile, je peux faire. Ce serait comme prendre un point dans un pot de peinture. C'est ça. Le problème c'est que c'est de la physique, il y a des atomes, tout ça. Donc ouais, d'accord. C'est pénible. Voilà. Alors le deuxième théorème très très important quand même de Gödel, il faut aussi que je le dise, qui fait aussi très très mal à Hilbert, c'est de dire si je reste dans le cadre d'une théorie. Donc Hilbert c'était celui qui voulait tout redémontrer, hein, c'est ça? Ouais. C'est ce hyper optimiste, yop yop les petits gars, on y va quoi. Et c'est la déprime, hein, le théorème de Gödel pour Hilbert, c'est vraiment la déprime quoi, parce qu'il y a plus rien à faire là. Il essayait de démontrer ce genre de choses. Il essayait de trouver un système comme ça depuis des années quoi. Et donc le deuxième truc, c'est une conséquence en fait du théorème, c'est de dire si je reste dans le cadre d'une théorie, si je me sers uniquement de ces axiomes, etc., alors je ne pourrai jamais démontrer que cette théorie n'a pas de contradiction. Pour démontrer qu'une théorie n'a pas de contradiction, on est obligé de sortir de la théorie. Donc voilà, ça veut dire que une théorie en elle-même, on peut pas démontrer qu'elle marche bien. Il faut, enfin voilà, c'est un truc assez, je sais pas si vous arrivez à comprendre en gros le truc, mais c'est gênant. Vas-y. On peut pas faire de la 3D avec des feuilles de papier, quoi. On peut pas faire. Non, c'est ça l'idée. C'est que tu pourrais tracer autant de traits sur une feuille que tu veux, tu feras jamais la 3D, quoi. C'est un peu pareil. Avec une théorie, ouais, enfin bon, bref. Vive les métaphores de c'est les métaphores foreuses, vas-y. En gros, il faut prendre du recul, quoi. Oui, c'est ça, ouais. En théorie, on est obligé de prendre du recul pour pouvoir juger de la théorie. Et donc ça, c'est démontré par Gödel. Voilà. Et donc ça, c'est quand même très très énervant. Enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, je pense que j'ai déjà largement assez parlé. Il y aura encore plein de trucs à dire, mais voilà. Juste dire que les mathématiciens par la suite, il y en a qui ont suivi un peu la voie Hilbert. C'est un truc qui s'est pas arrêté pour autant. C'est-à-dire que c'est quand même toujours important de mettre de l'ordre dans les théories. C'est toujours important de chercher des axiomes, de bien vérifier que tout marche bien, etc. Ça aide à mieux comprendre. C'est quand même bien. Ça reste un travail important, même si on sait que finalement il sera jamais parfait. Tant pis. Et alors un truc très très important aussi à prendre en compte, c'est l'arrivée des ordinateurs, puisque maintenant, avant ce qui était intéressant, c'était qu'est-ce qui est démontrable, qu'est-ce qu'on peut démontrer. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'un ordinateur sait faire, qu'est-ce qu'un ordinateur peut calculer. Donc par exemple, s'il y a un truc qui est démontrable, mais par exemple je démontre qu'un objet existe, mais je suis incapable de le trouver, ça va peu intéresser un ordinateur. Ou si je suis capable de dire que oui ça c'est démontrable, mais ça va me prendre un temps infini, c'est pas très intéressant pour un ordinateur. Alors que, pour un ordinateur, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on appelle calculable. Et le calcul, ça va prendre dans un sens très large. Ça peut être du calcul logique. Ça peut être un raisonnement. On lui donne des axiomes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir démontrer à partir de ça, par exemple? Sachant que donc calculable, c'est en temps fini, ce qui peut prendre un siècle. Ça pose pas de problème aux mathématiciens. Vraiment penser ordinateur, ça pour ça. Pour le coup. Mais c'est un truc vraiment, c'est intéressant de voir que voilà, l'arrivée des ordinateurs et les problématiques de l'informatique peuvent finalement redonner un peu vie à cette idée de théorie et cette envie de théorie parfaite, quoi. Voilà. Ok. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel. J'ai senti que sur la fin, c'était plus compliqué, c'est dommage, c'était quand je commençais à parler que de... Moi, je rajouterais juste peut-être un truc limite pour se consoler, pour consoler les plus mathématiciens d'entre nous, c'est que finalement, certes, les mathématiques sont pas parfaites, mais on a réussi à le démontrer, quoi. C'est ça. Les mathématiques sont pas parfaites, c'est pas grave. Il y a aucune théorie parfaite, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Mais on l'a démontré. Puis on prend les mathématiques, c'est une
choisir la théorie qui nous intéresse pour le problème qui nous intéresse. Donc finalement, on s'en fiche, c'est pas gênant. Tant que la théorie nous marche bien pour ce qu'on a à faire, c'est pas gênant. Je veux dire, les problèmes indécidables, on les rencontre pas tous les jours non plus, quoi. C'est relativement rare. Ok, ça c'était le théorème d'incomplétude de Gödel, et c'est toujours vrai. Enfin, c'est toujours d'actualité. Ah un théorème, t'as du mal à le flinguer, hein. Parce que c'est de la logique, justement. D'accord. Ouais. Alors, sachant que, voilà, hein, dans les critiques pour la logique, j'aimerais bien citer cette phrase de Poincaré que je trouve géniale. Faut pas réduire les mathématiques à la logique. Là, on parlait d'intuition, etc., de comprendre les choses et pas juste d'être rigoureux logiquement. Je la cite quand même, cette phrase, parce que je la trouve géniale. Un naturaliste qui n'aurait jamais étudié l'éléphant qu'au microscope croirait-il connaître suffisamment cet animal? Et il poursuit en disant, en maths, c'est la même chose. Je peux très bien avoir une démonstration face à moi, vérifier pas à pas qu'il n'y a aucune erreur logique, si je comprends pas pourquoi ça marche, si je comprends pas d'où elle vient cette démonstration, si je comprends pas comment le mec qui a fait cette démonstration a eu l'idée de passer par ces endroits-là, etc., ça sert à rien. Quelque part. Je comprends rien, donc c'est nul. Ça me fait pas avancer, quoi. Il y a une esthétique dans les mathématiques. Pas tellement une esthétique, c'est qu'il y a un sens, il y a oui, c'est ça. Intuition. Dire quand on fait des maths, n'importe quel matheux te le dira, on a plein d'images, on a plein d'exemples et de contre-exemples, on a plein de situations, d'images mentales qui sont très très fortes et qui sont essentielles. Et c'est pour ça que par deux bières il passe une seule table. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas vrai. Ah bah si, on a la preuve en dessin sur la page du live. J'ai bien vu, mais c'est pas vrai dans le sens où c'est pas comme ça qu'on fait des maths. Les systèmes d'axiomes logiques, la logique parfaite, peut dire qu'effectivement on peut remplacer les mots par d'autres et on s'en fiche, c'est vrai, tant que c'est cohérent logiquement, c'est vrai. Mais pour faire des mathématiques vraiment, il faut du sens, il faut des objets, il faut savoir ce qu'on fait en fait. Après on rentrerait dans un débat, moi je suis pas forcément à 100% d'accord, mais bon. Après, les intuitionnistes étaient des gens tellement donc pour qui l'intuition comptait qu'ils étaient capables carrément de refuser ce qu'on appelle le principe du tiers exclu, qui dit qu'une chose est soit vraie soit fausse et que donc si elle n'est pas fausse elle est vraie. Ils disaient non, c'est pas parce que j'ai démontré qu'un truc n'est pas faux que j'ai démontré que c'était vrai. Waouh. Ouais, non mais oui, mais c'est toujours le même problème. Je démontre qu'un truc si un truc n'existe pas, il y a une contradiction. Je te dis donc il existe. Il ressemble à quoi? J'en sais rien. Je sais qu'il existe. Ouais. C'est frustrant, quoi. Enfin, t'as pas l'impression de comprendre quelque chose, quoi. Et oui. Surtout que il y a toute une grosse partie de résultats mathématiques qui consiste à dire je peux le faire, mais je sais pas du tout comment. C'est du grand classique, ça. Quoi? Oui, c'est ça, c'est du grand classique et qui finalement, c'est bien. C'est l'histoire de Montgolfière, quoi. Je veux dire, enfin, je la fais rapidement pour ceux qui connaissent pas, si vous voulez, mais. Vas-y, et puis ce sera le mot de la fin. J'arrête avec une blague classique. Voilà. C'est parfait. 2 personnes dans une montgolfière se retrouvent pris dans une tempête, ils sont complètement paumés. Et puis la tempête se calme, ils redescendent au niveau du sol et puis ils voient quelqu'un à terre, donc ils l'appellent. Ils disent excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Alors, le mec au sol réfléchit un petit moment et puis il finit par leur dire oui, vous êtes dans une montgolfière. Donc les deux types sont évidemment un peu déçus et puis il y en a un qui dit à l'autre lui tu vois c'est un mathématicien. Ah ouais, mais comment tu sais ça? Écoute, il a pris le temps avant de nous répondre. Sa réponse est parfaitement exacte et elle nous sert à rien. Voilà. Donc c'est vrai que c'est l'image que peuvent avoir certains des mathématiques vues de l'extérieur, parce que si je vous prouve l'existence d'un objet, mais je suis même pas capable de vous le montrer, je sais pas si ça sert à grand chose, quoi. Enfin, ça peut, hein, mais il y en a qui ont. Ok, écoute, si j'avais connu la chute à l'avance, j'aurais peut-être pas prévu qu'on s'en serve comme mot de la fin. Non mais écoute, super. De toute façon, je pense que t'as de nouveau ouvert une brèche sur plein de sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne. Pas de problème. Écoute, merci infiniment d'être venu nous présenter Merci beaucoup, ouais. ce sujet. Vous avez compris quand même l'essentiel. Ouais, je crois. Ouais, moi j'ai compris l'essentiel. J'ai officiellement mal à la tête là. Il va falloir que je réécoute tout ça au calme, au frais, mais non, compris. Et bon, tant mieux. Et puis c'était pas gagné. En même temps, c'est pas mon coup d'essai, hein, je l'ai déjà fait, mais à la radio, ça change un peu. Mais
Soit dit en passant par rapport au C'est pas gagné tout ça, s'il y en a que ça tente, je sais que tu as un bouquin que tu conseillais, Robin, tu vas peut-être pouvoir en parler, mais la logique et toutes ces notions de logique, c'est des notions qui sont accessibles à tout le monde parce que en effet, c'est la base de la base, donc il y a rien à savoir pour faire de la logique. Ouais. Faut juste se poser et comprendre les choses, ça prend du temps, mais il n'y a pas besoin de prérequis. Ça, c'est-à-dire que par contre, il faut admettre que on passe pas un truc sous prétexte que je l'ai presque compris mais complètement. C'est un truc, c'est que des petites marches, mais si on en rate une, on est foutu, quoi. Voilà. Voilà. Okay. Oui, donc le bouquin que je voulais conseiller, peut-être, je suis désolé, je suis vraiment beaucoup trop bavard, hein, pas du tout assez organisé. Il y a une BD qui est sortie, ça, une BD quand même, c'est bien parce que ça rend le truc un peu plus facile à lire. Je sais pas si tout est compréhensible par un néophyte. Enfin, je suis sûr que tout n'est pas compréhensible par un néophyte, mais malgré tout, il y a une histoire, etc. Je trouve ça pas mal foutu. Il y a plein de choses intéressantes. Des choses qui s'appellent Logicomics. Je l'ai par ici. Je sais plus du tout l'éditeur ou quoi, mais bon, ça voilà, Logicomics. C'est des Grecs qui ont fait ça, et c'est vraiment pas mal foutu du tout. Donc ça raconte essentiellement la vie de Russell, mais du coup ça parle beaucoup de logique. L'autre bouquin, oui, qui est vraiment alors celui-là, pour ceux qui veulent vraiment comprendre le théorème de Gödel, on peut pas passer à côté. Il s'appelle Le théorème de Gödel, comme ça au moins c'est pas compliqué. J'ai plus les références. Alors il y a 4 auteurs, dont Gödel, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il y a un texte d'introduction qui explique de façon simplifiée le théorème, le texte de Gödel, et puis un texte par la suite de quelqu'un qui explique la logique un peu aujourd'hui, les conséquences, qu'est-ce que ça veut vraiment dire le théorème de Gödel aujourd'hui, etc., etc. C'est très bien foutu, on peut le lire en plein de fois, on peut lire que l'introduction, comme ça on a que la version vulgarisée. Voilà, j'en garde un. Ok. Et un autre, peut-être juste un autre bouquin. Alors c'est une pub scandaleuse parce que je n'ai même pas eu le temps de le lire, mais comme j'aime beaucoup l'auteur et je suis sûr que c'est fantastique, ça s'appelle La logique, un aiguillon pour la pensée. C'est de Jean-Paul Delahaye. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Delahaye, je pense, qui est le mec qui fait de la vulgarisation de maths pour la science et qui. Je suis certain que ce bouquin est très bien et ça parle de logique, donc c'est bien de le citer. Ok. Est-ce que le livre dont tu nous parlais, Robin, c'est Gödel, Escher, Bach? Non. Non, c'est pas ça. Et celui-là est très bien aussi, mais c'est pas celui-là dont il parlait. Ok. Ça s'appelle juste le théorème de Gödel. Je peux mettre je vous l'avais envoyé par mail, la référence, mais D'accord, dans ce cas, on va la retrouver et puis on la mettra dans les notes d'émission. Voilà. Ok, parfait. On en reste là pour ce dossier pour ce soir. On va quand même évoquer le dossier de la semaine prochaine. Qui c'est qui s'y colle au dossier de la semaine prochaine? C'est moi, je crois. C'est toi, Franck. Bon, alors on t'écoute. Il n'y aura pas le tic-tac, mais on t'écoute quand même. T'as 1 minute. Ah bah sans tic-tac, ça va être dur. Bon, j'y vais. Alors, doit-on dire cancérigène ou cancérogène? Le cancer est-il une invention de la CIA pour gagner la guerre froide? En avez-vous marre des longues listes de questions pour vous donner envie d'écouter nos dossiers? En fait, je ne répondrai à aucune de ces questions, vous l'avez compris. Ce dont j'essaierai de vous parler, c'est des cancérogènes, ce qu'ils sont, pourquoi sont-ils si durs à débusquer et pourquoi impliquent-ils autant de débats de société, quelles sont les caractéristiques principales qui font un bon cancérogène, et voilà, je retombe dans une succession d'interrogations métaphysiques. Alors rendez-vous, si vous voulez parler avec nous de ces sujets la semaine prochaine, donc le jeudi 4 juillet à 20h30 pour parler de ça. Voilà, les cancérogènes. Ok. J'ai déjà une question. Est-ce que l'aspirine est cancérogène? A priori, pas. C'est marrant parce que c'est justement une question que je m'étais posée il y a pas longtemps. J'avais entendu parler de cancérogène et ça m'avait choqué. Je trouvais que c'était cancérigène pour moi. Mais... Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut écouter Podcast Science la semaine prochaine. Bon, mais ça sera une question, je ne répondrai justement pas à cette question. Est-ce que c'est cancérogène ou cancérigène? Parce que j'en sais rien. Et je crois qu'il n'y a pas de réponse, en fait. C'est un axiome indémontrable. Fayot va. Ok, donc ça c'était pour les émissions à venir. On va faire un rapide retour sur l'émission précédente. On a un complément d'information de la part d'Yves sur le danger des collisions d'anciens satellites radioactifs. C'était sous forme de commentaires sur le site dans le dossier de Marco. Il nous dit que le problème des débris spatiaux est soulevé depuis de nombreuses années et apparaît dans certains articles grand public dès 2000. Cela n'empêche pas les Chinois de mener leurs tests de lanceurs antimissiles en 2008, augmentant significativement le nombre de débris en orbite, ainsi en un seul événement. Donc il propose un diagramme qu'on peut aller voir.
Et en dehors de leur énergie cinétique dangereuse pour n'importe quelle activité en orbite, il faut aussi considérer que certains sont très radioactifs. Un petit réacteur nucléaire embarqué n'était pas rare dans les premiers satellites. Alors ça, c'est une question qu'on n'avait effectivement pas du tout abordée la semaine dernière dans le dossier, super intéressant. Et j'en profite pour dire que Yves, justement l'auteur de ce commentaire, viendra nous présenter un dossier sur Podcast Science le 16 août prochain. Un dossier sur le nucléaire civil, où il va casser pas mal de mythes et de croyances sur le sujet. Yves, donc, c'est un auditeur, comme tout un chacun, qui nous a contacté, qui s'est proposé qui nous aime bien, il a écouté tous les épisodes, il a dit ok, j'aimerais bien apporter ma petite contribution, est-ce que je peux le faire? Puis bien sûr, la porte lui est grande ouverte. Alors j'en profite aussi pour dire, et c'est en rebondissant sur l'intervention de Georges de la semaine dernière, qu'on le dit peut-être pas assez, mais on est ouvert à ce type de contribution. Alors bon, évidemment, ça demande un petit peu de préparation, il y a pas mal de boulot derrière. Ouais, ou même juste un avis, hein. Oui, alors bien sûr, juste un avis. Ouais. Alors, juste un avis, vous savez qu'on enregistre l'émission par Skype, du coup, si vous êtes dans la chatroom et que vous avez un avis ou un commentaire à faire à chaud, vous n'avez qu'à vous manifester, nous communiquer vos coordonnées Skype et puis on vous appelle. Pour avoir un petit débat rapide comme ça. Puis autrement, effectivement, si vous avez envie de présenter quelque chose, vous êtes les bienvenus aussi, mais là, ça nécessite un petit peu plus de préparation. Enfin, dans tous les cas, on est vraiment ouvert à ce type de contribution spontanée. On le disait beaucoup au début, et puis on a un petit peu oublié de le dire, mais on n'a pas oublié de l'être. Donc voilà, on vous le dit, si jamais, n'hésitez pas. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Sinon, j'avais encore une petite news, mais je vais pas trop la développer parce qu'on est un peu short sur le temps. Dommage, parce que ça pourrait être un sujet à part entière sur ça. Enfin, bon. Ouais, c'est vrai. Écoute, je vais juste lâcher le titre. Le lien sera dans les notes de l'émission. Bien, si vous le googlez, vous allez le trouver. La minute de 61 secondes. Donc, la minute de 61 secondes, ça n'existe pas, sauf le 30 juin 2012. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais quand je disais un sujet là-dessus, c'est que c'est amusant parce que c'est quand même un joyeux bordel cette histoire de notion du temps entre les années bissextiles qui en fait ont une définition beaucoup plus compliquée que ce qu'on croit, etc. Enfin, à mon avis, il y a de quoi faire un truc sur combien dure une année. Ouais, par exemple, ou qu'est-ce que le temps. Ou qu'est-ce que le temps. C'est alors fixe quoi. Quand même, on n'est pas en maths quoi. Voilà, et puis sinon un petit plug pour notre ami Xilrian qui a mis ce matin en ligne un nouvel épisode de A-Life Vie Artificielle. Il parle cette fois du concept d'émergence par opposition au déterminisme. C'est passionnant, donc il n'est pas tout seul, il fait ça avec ses invités. Rendez-vous sur vieartificielle.com, donc vie-artificielle.com. Et puis ce soir, malheureusement, on n'a pas Marco pour la quote en anglais de Marco, mais... Alors, imite Marco. Non, imiter Marco, c'est pas possible. Marco est inimitable. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la quote en anglais? Alors moi, j'ai pas de quote, j'ai pas d'anglais non plus. D'accord. Franck vient de se déplacer pour ne plus voir l'écran avec la quote. Vas-y, je pense que tu parles bien anglais. Ok, bon, je me lance. Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Et c'est de Eleanor Roosevelt. Je suis tombé là-dessus sur Facebook l'autre jour, j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit que ça ferait une... Elle est géniale, ouais, j'aime beaucoup. Donc les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, et les petits esprits parlent des gens. Nous sommes des petits esprits. Ah tiens. Attends, on a parlé de grandes idées, là, c'était une manière de passer de la pommade à tout le monde. On a parlé de Pythagore et de non, je rigole. Au niveau de grandes idées, j'y pense, alors c'est pas le bon moment pour le dire, mais il faut le dire dans ce dossier. Ouais, vas-y. Robin, tu me confirmeras. Gödel a fait une démonstration purement logique de la non-existence de Dieu. L'existence de Dieu. L'existence de Dieu, merde. Je me prends de côté en plus. Mais bon, il a démontré l'existence de Dieu, si ça vous intéresse. J'étais très embêté, je voulais parler beaucoup de Gödel et puis je me suis dit mais il faut quand même que les gens comprennent, donc il faut blinder le terrain avant quoi. C'est ça. C'est juste à titre informatif, les gens iront chercher, ça va, voilà. Il y avait beaucoup trop d'hypothèses quand même, il était prêt à reconnaître qu'il y avait trop d'hypothèses. Et puis l'autre truc rigolo qu'il a fait aussi, c'était quand il était dans la voiture pour aller se faire naturaliser américain,
puisqu'il il s'est exilé pendant la guerre aux États-Unis. Il a commencé à expliquer aux copains avec qui il y allait qu'il allait quand même leur signaler qu'il y avait une erreur logique dans la Constitution américaine. Ils lui ont dit non, le fais pas. Voilà, il y avait une contradiction, c'était très gênant. Et il a vraiment l'intention de le faire, il était un peu cinglé quand même. Je vois. Ok, bah écoute, cette fois ce sera véritablement le mot de la fin. On va en rester là. Il y avait forcément une contradiction puisqu'il y avait des nombres premiers dans le nombre d'articles de la Constitution. Et alors Je sais pas. Non, bon, c'est pas grave, c'est parce que j'ai rien compris à ce que t'as expliqué tout à l'heure. C'était histoire de dire quelque chose, ouais. Je répète, je réitère, je tente. C'était le mot de la fin, on en reste là pour cette semaine. Ouais. Merci infiniment à Robin d'avoir accepté notre invitation, puis tu reviens bien sûr quand tu veux. Ah, avec plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc le 5 juillet, pour ne pas apprendre la différence entre cancérigène et cancérogène avec Franck. Et d'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt, ciao ciao. Ciao. Ciao.